Bon, les amis, je ne vais pas vous asséner une synthèse déjà complètement construite, surtout qu'elle est quand même soumise à votre appréciation et vous serez évidemment sollicité pour donner vos appréciations détaillées, vos avis sur cette université d'été. Mais bon, on a beaucoup parlé entre nous pendant ces 3 jours. Je me suis livré à des petits micro-trottoirs sans en avoir forcément l'air. Et j'en retire en fait d'abord une appréciation générale vraiment très très positive. J'ai entendu pas mal d'entre vous dire que c'était une très très bonne université d'été. Alors, si on parle d'abord des aspects un peu organisation générale, logistique et tout, qu'est-ce qui ressort? L'organisation logistique a été vraiment louée. Les mots sont peut-être même pas assez forts. Ça tient à plusieurs choses. Une concentration des lieux entre cette salle, l'hôtel, les restaurants et les lieux de visite. Tout ça a limité les déplacements, nous a fait gagner du temps et de l'argent et été fort agréable, surtout que le beau temps était avec nous. Et donc, ça a été très, très apprécié, très agréable. Notre conférence publique au milieu de cette université d'été a été très appréciée aussi. Il faut dire que la personnalité de l'amiral de Jorias était telle et sa capacité à nous faire partager ses passions, un bout de son histoire et de celle de la marine et des sous-marins a été fortement appréciée. J'ai fait partie de ceux qui ont pu dîner avec lui le soir et on aurait pu y passer la nuit. C'était passionnant. Plusieurs conférenciers sont restés avec nous pour prendre les repas ou voire même pour rester jour d'avant ou jour d'après. Et ça a été également fortement apprécié. L'organisation matérielle en particulier de cette salle, j'ai eu également plusieurs avis positifs, voire très positifs. Et pour la deuxième ou troisième fois, je crois, on est passé de la pratique, je dirais, artisanale de Jean-Philippe Brett, j'espère que tu m'en voudras pas de qualifier tes vidéos comme ça, à une pratique plus professionnelle. Et ça va nous permettre de diffuser assez rapidement, je pense, des vidéos de bonne qualité où on a pu enregistrer toutes ces présentations. Et vraiment, la diffusion de ces vidéos semble très attendue par beaucoup d'entre vous. Moi-même, je suis impatient de pouvoir me repasser un certain nombre de ces conférences pour disposer vraiment de toute la logique de présentation. Autant dire que la diffusion des supports de présentation sera également très attendue parce qu'il y a dedans un certain nombre de graphiques, de chiffres qui sont très intéressants pour nous. Alors après, la construction du programme et le rythme des présentations. Bon, ce que j'ai entendu et ce que j'ai ressenti moi-même, c'est que certes le rythme a été soutenu, mais bon, on vient là pour bosser, hein, donc c'est quand même un peu normal. On a commencé tôt le matin, mais les lieux s'y prêtaient finalement assez bien. On peut dire que notre animateur préféré, Christian, a bien réussi à nous faire tenir les jalons. Que tout le monde a été assez discipliné pour respecter tout ça. Donc je pense que ce rythme est finalement très bien passé et on doit en remercier Christian et Philippe sur la façon d'animer ça. Mais
Vous n'avez pas fini d'applaudir. Il faudra vraiment qu'on fasse un grand barouf pour remercier nos amis. Alors, ah non, c'est pas le bon. Il passe pas. Non, encore. Il n'y a pas de Y à Jorias? Non? Ah bon. Toutes mes excuses pour lui. Alors venons-en un peu plus au contenu. Vraiment un point qui ressort aussi dans nos discussions et dès les premiers jours, ça a été qu'on a été vraiment frappé par la grande compétence de façon très générale et totale de tous les conférenciers intervenants. Et l'énorme majorité, on n'a eu aucune difficulté pour les suivre parce qu'ils étaient très très clairs dans leur présentation, ils avaient des supports très adaptés. Donc là, vraiment, vous nous avez trouvé, messieurs les organisateurs, des conférenciers remarquables. Je ne sais pas si on a eu, lors d'une université d'été, un panel aussi complet de gens aussi remarquables. Là, vraiment, chapeau. Bon, dans les présentations, je reviens sur le timing. Il y a le temps de parole et le temps d'échange. Quelquefois, on a pu paraître un peu frustré. On aurait aimé prolonger un peu les échanges. Bon, il y en a quelques-uns, on serait resté encore 2 heures avec eux. J'ai cité l'amiral, j'aurais pu citer oui, Stéphane Lalonde, notre premier orateur qui était venu avec ses cailloux, etc. On aurait pu encore rester 2 heures avec lui, on ne serait pas ennuyé. Bon, ok, mais globalement, quand même, les temps d'échange sont suffisants. Et puis, de toute façon, quand on les prolonge, on s'aperçoit petit à petit qu'il y a des questions qui peuvent diverger vers des sujets un petit peu annexes, moins bien connectés au message principal. Donc, bon, moi personnellement, j'ai pas trouvé ça limité. Et c'est vrai que, pareil, les orateurs ont été assez disciplinés en règle générale pour respecter les temps de parole. Alors, sur le programme et la couverture du sujet qui était notre sujet initial. On est bien parti, et quand je me rappelle les discussions qu'on avait eues au début du cycle de préparation de cette université d'été, je me souviens des difficultés que, messieurs les organisateurs, Philippe, Yves, vous avez ressenti pour vraiment faire venir de bons conférenciers sur le sujet principal, l'interaction océan-climat, la respiration océan-atmosphère, etc. Et là, moi je constate que le sujet principal a bien été traité, il a été bien cadré dès le départ. Les interactions océan-atmosphère ont été bien traitées, les mécanismes précisés, etc. Moi personnellement, je trouve que c'était indispensable d'avoir ce bon point de départ pour pouvoir après s'élargir un petit peu. Et effectivement, autour de ce thème principal, on a eu droit à un florilège d'extensions qui m'ont semblé, moi, très intéressantes. Je recite Stéphane Lalonde. C'est vrai qu'en nous exposant tout ce qu'il a fait en matière de paléoclimatologie, j'avoue qu'il nous a emmené dans un espace temporel qu'on n'imaginait même pas. Enfin, c'était mon cas. Je pensais pas qu'on avait pu remonter si loin vers la formation de la Terre pour y retrouver des éléments
qui permettent de conclure un certain nombre de choses en matière d'évolution du climat. Donc là, vraiment, ça a été une ouverture passionnante. Alors, c'est vrai qu'après, on a eu plusieurs intervenants qui sont restés centrés sur l'interaction océan, climat, etc., les phénomènes et tout. Je pense que ça a été bien perçu. Alors, certes, les mécanismes nous ont été bien présentés, mais les conséquences, les effets positifs comme les effets indésirables ont été également présentés de façon, je trouve, assez ouverte. Ça nous a permis, moi en tout cas, de comprendre les limites et les risques de tout ce qu'on peut imaginer, par exemple en matière de géo-ingénierie. Toute la partie exploitation des fonds marins, exploitation des ressources, tout ça a été bien décrit, je trouve, ça a été très intéressant et les ressources minérales en particulier ont été bien détaillées. On a tendance quelquefois à entendre beaucoup parler des nodules, mais bon, on a bien réalisé qu'il n'y avait pas que les nodules polymétalliques. Notre camarade Frédéric, qui nous a déjà quittés, a bien complété le scope avec l'exploitation possible de l'uranium dans les fonds marins, dans les océans. Moi, ce que j'en retiens, c'est que ça paraît physiquement possible. Des expérimentations sont en cours dans certains pays, Chine, Japon. Mais bon, est-ce qu'on en fera réellement un jour une exploitation industrielle? Il n'a pas caché ses doutes personnels et j'avoue que je partage ces doutes. On a eu une présentation, et d'ailleurs on y est revenu encore un peu ce matin, sur toutes les perspectives de décarbonation du transport maritime. J'avoue que pour ma part, j'avais pas retenu, tilté sur l'obligation qui est faite, et elle est récente, hein, vous avez vu, ça remonte à 2-3 ans, l'obligation qui est faite maintenant aux transporteurs maritimes de s'engager dans une perspective de réduction des émissions de CO2. Bon, il faudra suivre évidemment ce qu'il en est réellement, mais bon, ce sont des perspectives intéressantes, même si le transport maritime ne représente que, ouais, on va dire en arrondissant 3% des émissions totales mondiales, bah, c'est pas négligeable de s'attaquer à ces 3%, bien sûr. Hein. Voilà. On a eu une ouverture très intéressante aussi sur les aspects géostratégiques, évidemment, par l'amiral de Jorias, mais qui s'est ouverte aux aspects de droit maritime. J'avoue que c'est des sujets que personnellement j'avais pas encore eu l'occasion de creuser, de m'y intéresser vraiment. À plusieurs reprises, on a entendu évoquer ce droit maritime, y compris à l'instant. Merci beaucoup. Et bon, c'est une ouverture qui était fort intéressante parce que ça nous permet de relier à ce qui se passe sur la surface ou au fond des océans ou entre deux dans la colonne d'eau au changement climatique en cours. Et ça va inspirer probablement un certain nombre de réflexions. Alors, quand on parle d'impact du réchauffement climatique sur les océans, on en vient assez vite à la question de la montée du niveau des océans. Bon, le chiffrage a été fait, les perspectives à venir nous sont présentées. Les conséquences sur les côtes, bah oui, elles nous apparaissent et pour un certain nombre de ces conséquences, elles sont évidentes. Bon, j'avoue que
je reste toujours un petit peu sur ma faim sur, oui, mais ces conséquences, qu'est-ce qu'elles représentent en termes de coûts? Parce que c'est vrai que les chiffrages font approximatifs, notamment ceux qui viennent des compagnies d'assurance, nous font un peu peur. Mais quelles sont les vraies bonnes solutions techniques? Il n'y a pas un cas, il y en a 36, mais ouais, le cas de la Hollande est évidemment très intéressant. Mais voilà, ces solutions techniques, quelles sont-elles en gros? Quelles sont leurs chances de, je ne vais pas dire supprimer le problème, mais peut-être tout au plus retarder certaines échéances? Quelles sont les difficultés de mise en œuvre? Quels sont leurs coûts? Bon, je pense que là, il y aurait encore un sujet à approfondir. Autre sujet qui a été abordé, bien abordé même plusieurs fois, c'est l'évolution des courants marins, notamment nord-atlantique. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très très intéressant, même si les orateurs en question nous ont fait partager les incertitudes qui demeurent sur ce sujet, parce que finalement, aucun d'eux n'a tranché pour dire il y a 80% de chances que ça soit ça qui se passe. Non, il y a le MOC qui va continuer à tourner, et puis qu'est-ce qui va devenir au courant nord-est ou nord-ouest? Il reste quand même des incertitudes, et ça, c'est bien de nous avoir fait partager ces incertitudes. Bon, j'ai trouvé la présentation d'Anne Choquet tout à l'heure sur les régions arctiques et antarctiques. J'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, j'avais jamais bien pigé que le contexte juridique et les organisations finalement qui permettent de mettre un peu d'ordre sur ce qui se passe dans ces deux régions, elles sont de nature différente. Il y en a une qui est rattachée à l'ONU et l'autre pas. Et on sent bien qu'il y a des fragilités importantes. Vous nous en avez fait partager aussi. Bon, c'est intéressant à savoir. Et encore une fois, ce droit de la mer est apparu... je dis là, il a fait irruption dans nos travaux parce que j'imaginais peut-être pas, comme d'autres, qu'on parlerait de ça à l'occasion de cette université d'été, mais finalement, ça a été des aspects vachement intéressants qui nous font réfléchir, qui nous font comprendre certaines choses qui se passent actuellement, mais qui nous font appréhender des risques possibles dans les années à venir, compte tenu de la situation politique internationale actuelle, quoi. Donc, bon, voilà ce que moi personnellement j'ai retenu, mais je vous laisserai évidemment compléter après moi. En conclusion, je pense, vous me direz si vous partagez bien ça, je pense que cette université d'été à Brest cette année est vraiment un bon cru parmi toutes nos universités d'été. Vraiment, c'est remarquable, à la fois sous le plan de l'organisation, de la logistique, de l'organisation du programme de conférences et de la qualité des conférenciers. Et là, vraiment, vous avez déjà applaudi une première fois, mais je pense qu'il faut que nos trois acteurs, nos trois responsables de ce succès se lèvent, viennent près de moi et que vous leur fassiez vraiment une ovation de tous les diables. Et pour les restaurants aussi. Donc, vraiment, merci. Merci vraiment, parce que si cette université est un succès, c'est évidemment à vous qu'on le doit. Hein. N'en faites pas trop, mais gardez-en pour Vincent à la régie, hein, qui vraiment a fait un travail dans l'ombre. Merci beaucoup, Vincent. Hein. Oui,
Merci beaucoup. Là, je pense que Yves et puis Christian feront un petit débriefing là, en temps réel sur toute cette organisation. Alors bien sûr, on a eu la chance d'être habité par le Télégramme. J'avoue que c'est quelque chose c'est une opportunité qui est rare. Hein. Et aussi, moi, ce que j'ai retenu, c'est la préparation du programme. Donc, ça, c'est quelque chose en amont qui est quand même assez complexe, finalement. On a quand même pas mal pataugé à certains moments, etc. Enfin, on a eu des hauts et des bas. Deuxièmement, il ne faut pas sous-estimer la difficulté à trouver des intervenants. Donc, quand on n'a pas des portes d'entrée, alors là, il se trouvait que j'en avais quand même pas mal, mais c'est très difficile. C'est très, très difficile. Et puis après, alors il y a Christian là qui a fait énormément sur la partie logistique au sens large. Bien sûr les hôtels, etc., les restaurants, mais aussi tout ce qui est interaction avec les intervenants, qui prend énormément de temps. Hein, donc, il faudrait particulièrement le féliciter. Donc voilà. Et je pense aussi ce qui est intéressant à Brest là, c'était l'interaction avec les organismes de recherche et la marine qui sont demandeurs d'interaction, je pense, avec le public et puis avec la société civile, surtout dans des moments de tension géostratégique là actuellement. Et je pense qu'il y a des choses, enfin voilà, et c'était un peu une opportunité et ça a très bien marché. Voilà, merci encore. Je voudrais rajouter juste quelques mots avant que vous partiez pour les plus pressés. Je voudrais rappeler, comme le dit souvent Eric, l'association Sauvons le Climat ne peut exister que grâce à notre action de nous, membres de Sauvons le Climat. Je voudrais insister sur un point particulier. L'association, et en particulier son conseil d'administration, s'approche d'une période où il va y avoir des changements parce qu'il y a des fins de mandat et certains porteurs de mandat ont demandé à en être libérés rapidement et pour certains à la prochaine Assemblée Générale. En particulier notre webmaster Régis Langlois qui n'est pas là. Jean-Philippe a accepté de prendre le relais temporairement, mais Jean-Philippe est encore en activité. Il faut absolument qu'on trouve quelqu'un d'autre pour y travailler avec lui. Donc là, j'insiste un peu. Sachez aussi quand même que Eric, notre président, a déjà émis le souhait de mettre fin à son mandat et de ne pas le renouveler au moment de la prochaine AG. Donc on risque fort d'être à la recherche également d'un président pour notre association. Donc je fais appel à votre engagement, à votre esprit de responsabilité. Notre association doit continuer à fonctionner, à organiser des choses, à innover, etc. Tout ne repose pas sur l'échange de nos idées scientifiques, etc., etc. Ça, c'est très important au sein de l'association. Mais l'association, pour vivre, elle a besoin de produire, elle a besoin d'être visible, elle a besoin de s'expliquer. Et là, on a besoin de monde. Donc, n'hésitez pas à vous manifester vous-même, pour ceux qui en ont envie, et à solliciter dans vos entourages les bonnes volontés. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous souhaite bon retour chez vous.